Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Histoire Passionnée. Aujourd'hui, pour la toute première vidéo de la chaîne, nous allons nous intéresser à la cartographie médiévale, en Orient et en Occident, sur une période plutôt assez longue, je vous avoue, entre le 8e siècle et le 13e siècle. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi s'intéresser à la cartographie. Bah oui, quelle question. Intéresse-nous. Eh bien, regardez autour de vous, comment on représente le monde. Et oui, avec des cartes que vous utilisez. Certes, pas en papier, mais plutôt en numérique. Elles sont en effet des outils pour les sociétés humaines et de faire valoir une certaine vision du monde, en particulier au Moyen Âge, qui voit un développement accru des cartes du fait des évolutions techniques et technologiques, notamment dans le domaine de la navigation et du développement qui se retrouvent tant en Occident et en Orient, avec notamment les Arabes. De plus, nous verrons dans cette vidéo ce qui motive les sociétés humaines à concevoir des cartes au Moyen Âge. On divisera cette vidéo en deux parties, une partie sur la cartographie en Orient médiéval, et plus particulièrement chez les Arabes, et une partie sur l'Occident médiéval. Mais avant, nous allons déjà poser la question, mais qu'est-ce que c'est la cartographie? C'est très simple. Non, c'est pas simple, évidemment. Et déjà un terme qui est apparu seulement au 19e siècle, qui regroupe deux définitions possibles. Tout d'abord, la cartographie et la discipline. Tout le monde connaît ça. Chargé d'établir des cartes et donc représenter sur un plan une réduction du monde, réel en fait. Et la cartographie désigne aussi un instrument de recherche de la géographie qui a pour but d'établir des relations et à trouver des éléments d'explication. Maintenant, nous allons aborder donc la cartographie médiévale en Orient, et plus particulièrement dans l'islam médiéval. Tout d'abord, avant l'apparition de l'islam, les Arabes avaient déjà quelques connaissances de géographie héritées des traditions donc babyloniennes, Babylone, au Moyen-Orient. On est à l'Antiquité. Et aussi des traditions juives et chrétiennes. On en voit par exemple quelques traces dans le Coran et la poésie pré-islamique. Ces vieilles traditions influencent la manière de représenter le monde des Arabes. La science de la géographie se développe au cours du 8e siècle, grâce à l'expansion musulmane vers l'Europe et l'Asie. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le contexte, vous pouvez consulter les ouvrages que j'ai mis en description. De nombreux livres grecs et persans sont rassemblés et traduits sous l'aval des premiers califes abbassides. Donc pour la science de la géographie, rappelez-vous. Pour ce qui est de la cartographie de la géographie, notamment iranienne, donc qui a une influence sur la géographie arabe, on retrouve surtout de la géographie descriptive et régionale. Mais c'est surtout dans la géographie grecque que les scientifiques arabes, où ils retrouvent un véritable fondement scientifique, avec la mesure de la circonférence de la Terre, ce qui découle de la géographie de Ptolémée. Donc Ptolémée, c'est l'Empire romain, donc il est né à 168 après Jésus-Christ. Mais certains savants arabes reprennent encore la notion cosmogonique iranienne. Donc cosmogonique, qu'est-ce que ça veut dire? Cosmogonie, c'est la science de la formation des objets célestes. La notion cosmogonique iranienne, c'est la notion des 7 Quishar. Alors Quishar, c'est quoi? C'est le monde, pour les Arabes, est divisé en 7 cercles géographiques égaux. Donc c'est la même taille. Le 4e cercle représentant le centre du monde, l'Iran ou la Mecque. Il est placé au centre des 6 autres cercles disposés autour de lui. Les traditions persanes influent fortement sur la géographie arabe. L'assimilation de ces apports étrangers et le progrès réalisé dans le domaine de l'astronomie conduisent à une véritable révolution géographique. Par exemple, entre 813 et 833, la première grande carte du monde est dressée à Bagdad par les savants du Bayt al-Hikma, qui s'appelle la Maison de la Sagesse. À partir du XIe siècle, on voit apparaître une littérature géographique qui se contente de raconter des récits de voyage en bateau de façon imaginaire et fantasmée, comme le philosophe Al-Kindi, qui émet des théories sur la géographie et enrichit les théories sur la cartographie. De plus, la géographie arabe est aussi administrative, comme en témoigne la géographie des itinéraires et royaumes, qui décrit les routes et les pays de l'Empire islamique, de manière plus administrative, toujours. Encore une fois aussi, par exemple, pour contrôler la population, mais ça c'est plus une conception moderne, ou alors pour lever des impôts, ou alors pour contrôler les territoires aussi. En plus de son caractère scientifique, elle a un rôle utilitaire pour les fonctionnaires, les armées, ou alors la collecte d'impôts, voilà, par exemple. Ensuite, pour terminer, cette dernière est à son apogée au XIe siècle. Cette science s'est constituée une place particulière dans la littérature, en intégrant récits de voyage, description du monde et de considérations philosophiques.
avec notamment la map monde la plus connue, d'Al-Idrissi, la plus remarquable en fait, et la seule géographie arabe à pénétrer donc en Occident par l'intermédiaire de la Sicile. Justement, nous allons nous intéresser maintenant aux Occidentaux, pour la cartographie évidemment. Donc tout d'abord en Occident, donc, contrairement à une idée reçue, donc, qui est encore largement répandue, la Terre n'est pas considérée au Moyen-Âge comme un disque plat flottant. Considérée que la Terre, elle était sphérique, donc ellipsoïdale, si on veut être plus précis. Donc la notion de sphéricité terrestre, héritée donc de la géographie astronomique, encore une fois des Grecs, n'a jamais disparu. Dès le 8e siècle, la plupart des représentations médiévales ne considèrent que la Terre habitée par les hommes. Ce sont les mapes-mondes. Parfois, leur forme ovale, en chlamyde dit, vient rappeler qu'elle ne figure qu'une partie de la surface du globe terrestre. Héritée des représentations antiques, partiellement conservées, ces mapes-mondes reflètent la manière dont la chrétienté conçoit l'évolution historique et la localisation de l'humanité. Leur division, dite en tripartite, en trois continents en fait, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, qui s'efforcent de concilier une tripartition géographique héritée des Grecs, qui est déjà admise par Hérodote, qui, rappelons, c'est le père de l'histoire, considéré comme le père de l'histoire, avec l'héritage biblique du partage réalisé après le déluge et entre les fils de Noé. Voilà, donc ça c'est biblique. C'est un héritage public aussi, auquel s'ajoute au IIe siècle une tripartition dite fonctionnelle. L'Asie des hommes libres, voilà, l'Afrique des esclaves, et l'Europe des guerriers. Cette référence biblique permet d'embrasser l'humanité entière dans des divisions ethniques et sociales, évidemment. Donc pour classifier les ethnies. L'esclavage encore, mais c'est la continuité de l'esclavage, évidemment, hein. L'esclavage existe encore. Hein. Cette idée reçue aussi, l'esclavage existe encore, mais d'une autre façon, au Moyen-Âge. Elle n'a pas disparu. Dès le 8e siècle, les représentations schématiques de la Terre habitée prennent la forme dite du T, donc un T, dans l'eau. Les trois parties inscrites dans le O, donc le O représente l'anneau océanique, donc l'océan, sont séparées par le T, dont figure la Méditerranée, et les branches, donc les branches de cette hampe, représentent deux fleuves, l'une le Tanaïs, limite traditionnelle entre l'Europe et l'Asie, l'autre le Nil, qui partage l'ordinaire de l'Asie et de l'Afrique. Ce monde est donc alors fini, clos par le cercle océanique, infranchissable. Exemple, par exemple, l'étymologie d'Isor de Séville, ou alors d'autres cartes que vous pouvez voir là, affichées. Mais il y a une carte qui n'a pas la forme en taux habituelle, c'est la Mappa Mundi d'Albi. La Mappa Mundi d'Albi servait à la bibliothèque Pierre à l'Amérique, qui date du 9e siècle, donc c'est sous l'Empire carolingien, et en fait qui est totalement à l'opposé des cartes du Haut Moyen-Âge. Mais cette carte, avant tout, reste politique, et sert le discours de l'Empire carolingien, donc de l'empereur. À partir du XIIe siècle, la signification spirituelle de ces représentations est renforcée par la position centrale de Jérusalem. Donc Jérusalem est considérée comme le centre du monde. On appelle ça l'ombilique de la Terre. À l'intérieur de ces trois parties du monde s'insère la représentation maintenant des montagnes, ossature de la Terre, et des fleuves qui la parcourent comme les veines d'un grand corps. Puis viennent des vignettes urbaines, évoquant les cités, agrémentées de tours, de murailles ou d'églises. La forme traditionnelle du T dans l'eau tend à disparaître derrière la complexité du tracé, tandis que les légendes et les vignettes occupent une place de plus en plus importante. Enfin, dans un contexte d'essor du commerce maritime en Méditerranée, une nouvelle représentation cartographique, résultat de l'observation des marins, se répand au XIVe siècle depuis l'Italie, donc notamment avec les cités-États de Gênes et de Venise. Les plus connus, qui sont en concurrence. Ce sont les portulans, à la fois textes décrivant les côtes et les ports, et cartes nautiques peintes sur le parchemin avec l'indication des îles, abris et amers pour reconnaître un rivage. Si vous voulez savoir plus sur le contexte évidemment de l'Occident chrétien, que ce soit politique, social, économique, et pour la religion évidemment, en Occident, n'hésitez pas à consulter les ouvrages que j'ai mis dans la description de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette cartographie médiévale où on a fait cette brillante explication selon moi?
Eh bien, on peut voir que déjà les champions de la cartographie sont les Arabes, avec leur représentation du monde assez fidèle. Mais malheureusement, les cartes arabes ont commencé à s'implanter seulement en Sicile au XIIe siècle, notamment avec le géographe arabe Al-Idrissi, comme on l'a dit. Du côté de l'Occident, on se base sur la cartographie religieuse pour représenter le monde, notamment avec les cartes en thé dans l'eau, qui après tend à disparaître au profit des cartes nautiques et des portulans. Vu aussi les besoins de ces cartes médiévales, donc perception de l'impôt, administration, représentation de l'espace géographique du territoire, ou représentation religieuse au service du pouvoir. Donc, par exemple, avec la Mappamudi. Donc on a vu les besoins de ces cartes dans les sociétés humaines. Et donc, aujourd'hui, les cartes, évidemment, ont bien changé par rapport aux cartes médiévales qu'on connaît. Il y a plusieurs types de cartes, en fait, maintenant. Et elles sont numériques. De plus, elles peuvent suivre en temps réel des phénomènes à long et à court terme, et permet d'avoir une vision globale du monde très précisément. Et aussi au niveau local, évidemment. Même si au Moyen-Âge, il y a quand même des cartes au niveau local, et qui ont des besoins très différents par rapport à la cartographie médiévale, la cartographie contemporaine, évidemment. Merci de m'avoir écouté pour cette première vidéo. Vous pouvez consulter aisément la bibliographie que j'ai utilisée et pour approfondir évidemment le sujet, parce que c'est pas une vidéo complète, et avec les ouvrages ou des articles que vous pouvez trouver. Merci et peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.